Alors, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Merci d'être encore là ce soir. Donc, la web radio du 10 avril, c'est d'actualité. On est toujours dans les thèmes d'actualité, mais celle-ci, le printemps est une belle période pour décider de changer d'habitation. Donc, c'est le guide pratique de l'achat en copropriété. Donc, ce soir, pour parler de ce dossier-là, je serai, comme d'habitude, votre animatrice de la soirée. Et j'aurai le plaisir d'avoir comme invité ce soir Maître Marie-Claude Leblanc, notaire, c'est très important dans une transaction, chez Dunton Rainville. Marie-Claude Leblanc est en transaction immobilière depuis plus de 30 ans. Donc, Maître Leblanc nous aidera à démystifier plusieurs questions que les copropriétaires, les gestionnaires, les syndicats de copropriété, peut-être quelques courtiers aussi se posent lors d'une transaction parce qu'il y a souvent des situations plus particulières. Maître Leblanc, merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Le deuxième invité, c'est Guillaume Leblond, qui est directeur finance chez La France Mathieu, une compagnie de gestion de copropriété et de gestion immobilière dans la région de Québec, qui gère au-dessus de 10 000 portes en copropriété. Donc, ça me fait plaisir d'accueillir un collègue gestionnaire à notre émission ce soir. Merci, Guillaume, d'être avec nous. Merci beaucoup. Guillaume, on ne dira pas le nombre d'années parce que sinon, on va démasquer toutes les autres qui sont là ce soir, mais quand même une belle expertise de plus d'une dizaine d'années dans la gestion, etc. Donc, naturellement, on ne pouvait pas faire une soirée sur la transaction d'une unité sans avoir la précieuse collaboration de courtiers immobiliers. Donc, ce soir, on a avec nous la courtière Nathalie Bégin, qui est aussi la directrice d'un bureau, du bureau Remax Alliance, et qui a aussi plus d'une trentaine d'années de métier. Donc, Nathalie est avec nous pour expliquer le rôle des courtiers, expliquer aussi les situations que les courtiers rencontrent qui peuvent être plus délicates, problématiques, moins faciles à gérer. Donc, eux autres sont un peu, avec le notaire, sont un peu les personnes qui vont essayer de faire arriver les choses qui peuvent accrocher pour qu'on puisse finaliser au bout du compte une belle transaction. Merci, Nathalie Bégin. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc, ce soir, la commandite est la firme de gestion immobilière La France et Mathieu. Donc, merci pour votre commandite. Je le répète à chaque soir, nous sommes tous les invités. Gabriel qui est derrière et Lanceny aussi, sommes tous bénévoles. Donc, la présence de Lanceny au support technologique avec Gabriel, c'est une commandite d'un partenaire précieux autant pour nous ce soir que pour les copropriétés au Québec, c'est le RGCQ, le regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec. On invite tous les copropriétaires et les administrateurs de syndicats de copropriété à prendre leur membership au RGCQ. Donc, ça va vous aider. Il y a plusieurs formations accessibles à des coûts très, très minimes et ça va vous aider à comprendre l'industrie de votre milieu de vie, donc la copropriété. Merci encore au RGCQ. Donc, on entre dans le vif du sujet et pour commencer, je serais tentée de diriger ma première question à Maître Leblanc. Dans le fond, Maître Leblanc, pouvez-vous nous expliquer en quoi exactement le rôle du notaire dans la transaction lors d'une vente d'une unité? Je suis bien contente qu'on me pose la question parce que souvent, le rôle du notaire est un peu méconnu. Les gens ont l'impression qu'il s'agit de recevoir un acte de vente, procéder aux signatures et le notaire a fait son travail, a fait ses publications au registre foncier, puis ça se termine là. Cependant, le notaire a une très, très grande responsabilité dans le cadre d'une transaction d'achat-vente, que ce soit la vente d'une maison unifamiliale ou d'une unité en copropriété divise. Quand le notaire reçoit le dossier d'un courtier ou même si c'est une promesse d'achat signée en privé, son travail commence là, dès la réception de ce dossier-là. Alors, il va faire son examen des titres et dans le cadre de son examen des titres, il y a cette fameuse déclaration de copropriété-là qui est publiée sur le registre foncier qui fait partie de ces vérifications. Donc, le notaire
doit lire la déclaration de copropriété, les règlements de la copropriété, ben, pour voir s'il n'y a pas des problématiques à même la déclaration, parce qu'évidemment, s'il y a une problématique quelconque qui pourrait invalider la déclaration de copropriété, ben, ça peut entacher les titres de propriété aussi, puis amener des correctifs avant la transaction de vente. Donc, le notaire doit faire cette lecture-là et il aura l'occasion de discuter avec l'acheteur de certains points particuliers de la déclaration de copropriété. Bon, le notaire va le faire évidemment à un certain moment où il y a déjà un bon délai de passé. L'acheteur avait déjà fait sa vérification diligente. Il a été conseillé par son courtier immobilier. Mais là, quand il arrive chez le notaire va s'assurer, en tout cas, j'espère que mes collègues notaires le font, il va s'assurer que son acheteur a lu sa déclaration de copropriété. Parce que le notaire lira pas la déclaration de copropriété avec l'acheteur. Hein? Il ne va pas s'asseoir avec l'acheteur et lire la déclaration avec lui. Il va plutôt mentionner à son acheteur, ben, cette déclaration-là, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez lu les règlements? Parce que les règlements peuvent contenir des dispositions qui peut-être nuisent Ont à été ce que vous changés. voulez faire. Exact. Il peut y avoir eu des modifications de la déclaration de copropriété, des règlements aussi. Donc, le notaire a cette responsabilité-là de veiller à ce que l'acheteur soit au courant des implications de la déclaration de copropriété. Donc, le notaire va vérifier également certaines informations du syndicat de copropriété. Donc, il va s'assurer que les charges de la copropriété a été payées par le vendeur, hein, parce que si le vendeur a des arrérages de frais de condo, puis qu'on n'a pas fait les ajustements comme il faut dans la transaction de vente, c'est l'acheteur qui va devenir responsable des frais de copropriété que le vendeur n'a pas payés. Alors, le notaire a la responsabilité de s'assurer que les frais, les charges sont à jour. Si elles ne le sont pas, on va faire payer le vendeur à même la transaction. On va demander la preuve d'assurance du syndicat de copropriété, super important. Donc, il faut s'assurer que notre syndicat est dûment immatriculé également. Donc, il faut que notre syndicat de copropriété soit inscrit au registraire des entreprises. Il faut que la personne morale soit réellement existante. Mis à part ça, on va s'assurer que tout est conforme, qu'il n'y a pas de problématique aussi par rapport à des poursuites contre le syndicat. Donc, on va demander au syndicat de nous fournir le plus d'informations possible. Est-ce qu'il y a des cotisations spéciales potentielles qui pourraient être votées à une assemblée ultérieure? Donc, le notaire a une série de questions à poser comme ça au syndicat de copropriété. Puis finalement, ben, une fois qu'on a collecté toutes les informations, le notaire va recevoir son acte de vente et expliquer les responsabilités de chacun, du vendeur et de l'acheteur. Va expliquer les garanties également que le vendeur va donner à son acheteur en rapport avec les vices cachés. Donc, les vices cachés d'une unité en copropriété peuvent être à l'intérieur de l'unité elle-même, comme elle peut être sur le bâtiment, donc dans les aires communes. Alors, c'est quoi la responsabilité du vendeur et de l'acheteur éventuellement, là, si le vice caché se manifeste après la signature de l'acte de vente. Donc, grosso modo, c'est le travail du notaire là, dans le cadre d'une transaction d'une unité en copropriété divise. Merci, Maître Leblanc. Ça fait beaucoup de choses à voir. Et le Oui. pire, c'est qu'on va poser la même question à Nathalie, puis après ça, on va la poser la même question à Guillaume. Que toute cette chaîne-là, elle est énormément énergivore dans une transaction d'une unité. Nathalie Bégin, quand on est courtier immobilier, c'est quoi premièrement notre rôle? C'est sûr que c'est de vendre une unité, mais notre rôle d'accompagnement comme courtier, puis c'est quoi nos responsabilités? Ben, premièrement, il y en a beaucoup. Et dans la copropriété particulièrement, le travail est, je dirais, le double
avec toutes les nouvelles réglementations et toute la documentation qu'il y a, le courtier, un de ses premiers devoirs et obligations, c'est le devoir de vérification. Alors donc, on fait un peu un travail en amont, comme Maître Marie-Claude Leblanc. On veut en fait, afin qu'on arrive chez elle et que tout va bien, on va faire un travail en amont. Fait que donc, nous, on va vérifier aussi, on va regarder l'index aux immeubles au registre foncier, on va regarder tous ces documents-là qu'elle a mentionnés, mais notre champ d'expertise s'arrête cependant à certains endroits, et d'où la raison que souvent les courtiers immobiliers ont des notaires avec qui ils vont faire affaire. Je vais prendre par exemple le certificat de localisation. C'est un élément important. Quand on achète une copropriété, on achète avant tout du pied carré. Hein? On achète du pied carré, ce qui n'est pas le cas dans une maison unifamiliale. Alors donc, le courtier va vérifier le certificat, il va vérifier le plan cadastral au registre, puis souvent, on a un problème de non-concordance. Et avant que ça s'en aille dans le bureau de Maître Leblanc, ben là, souvent, on va appeler un notaire, puis on va dire, écoute, il y a une problématique, ça passe pas, assurance titre, pas d'assurance titre. Mais on va tout faire la chaîne et le courtier, son rôle, c'est de lever des drapeaux. En fait, parce qu'il va rencontrer son client, puis tantôt, Maître Leblanc parlait de règlement, ce qui est très important. Je vous donne un exemple. Nous, on va qualifier les acheteurs. Un acheteur cherche une copropriété, je sais pas, moi, il veut faire une garderie, il veut avoir un chien. On va faire la liste des besoins. Puis, en fonction de ça, notre rôle, ça va être d'aller voir dans les règlements, est-ce que son projet est viable? Et malheureusement, si jamais on lit pas comme il faut les documents, qu'on vend l'unité, puis que finalement, ils apprennent plus tard qu'il y avait un règlement qui existe, qu'ils n'ont pas droit de chien, ça fait des malheureux, là. Alors, le travail de vérification est pas la partie de Maître Leblanc est beaucoup légale et c'est un support extrêmement important dans une transaction au niveau du courtier immobilier. Comme je vous dis, on respecte nos champs de compétences, mais on les aide un petit peu en amont sur différentes choses et nous, ça va être davantage vers le besoin du client. Quand il y a des problèmes, là, on prend notre téléphone puis on va les appeler. On veut que nos clients soient contents, que justement, il n'arrive pas des mésaventures où leur projet, ils voient l'échec à cause d'une mauvaise vérification. Mais c'est un rôle extrêmement lourd aussi parce que c'est long. On n'a pas Maître Leblanc a fait une formation en droit. Nous, on a un cours de droit. Je veux dire, on n'est pas des juristes. Alors donc, nos limites sont là. Fait qu'il faut apprendre à les respecter et se faire aider aussi par des professionnels qui vont venir nous supporter quand on ne comprendra pas certains éléments. Des fois, c'est des empiètements. On va voir des choses, puis je veux dire, là, on va appeler le notaire, on va dire, écoute, peux-tu regarder le certificat même avant que mon client fasse une offre? Parce que ça peut avoir un enjeu à ce niveau-là. Principalement dans la maison de ville, on a souvent des problèmes. En copropriété, on a souvent des enjeux. Alors, et c'est des longues heures de lecture de documents parce qu'on doit tout lire, les états financiers, puis on n'est pas des comptables, hein? Alors, on a des formations, mais je veux dire, ça s'arrête pas mal là. Fait que nous, on est comme un peu un chef d'orchestre avec différentes personnes autour de nous qui ont les champs de compétences qu'on va diriger à certains moments pour s'assurer que quand on écrive la promesse d'achat, on puisse être en mesure, si on n'a pas l'info, d'avoir du temps pour aller la chercher, pour que quand la vente va se faire, qu'on arrive dans le bureau de Maître Leblanc, que presque tout est beau. En fait, c'est ce qu'on espère. Fait que je dirais que c'est ça en résumé. OK, c'est super. Moi, je suis contente comme gestionnaire d'entendre ça. Puis là, je vais écouter mon collègue Guillaume, mais dans le sens qu'il y a une responsabilité importante au niveau du courtier parce que comme gestionnaire, nous autres, on veut s'assurer que justement, le nouveau copropriétaire qui arrive sache un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, tu sais, comme tu as dit, Nathalie, les règlements, tu sais, s'il arrive puis il dit, en fin de compte, moi, je voulais un Rottweiler, puis on n'a pas le droit. C'est ça. Là, ça serait le fun qu'il le sache d'avance. Mais on va vous revenir avec d'autres questions. Guillaume, qu'est-ce que, dans les défis de gestion, qu'est-ce que tu commencerais dans la transaction immobilière comme ça? Quel truc tu donnerais aux administrateurs des copropriétés et aux syndicats de copropriété? En fait, c'est une bonne question. Puis d'entrée de jeu, je pense que on a peut-être plusieurs personnes ici qui n'ont pas nécessairement de gestionnaire puis qui prennent un peu le rôle du gestionnaire là, pour collaborer dans une transaction immobilière. Fait que je vais un peu parler au nom du syndicat de copropriété et du gestionnaire. Puis c'est important de noter que le rôle exact du gestionnaire peut varier en fonction du mandat que le syndicat de copropriété lui a confié. Hein. Fait que là, notre rôle est avant tout de nature administrative et informative, mais des fois, le syndicat de copropriété va avoir un mandat, va avoir octroyé un mandat de gestion, un gestionnaire uniquement pour la comptabilité, par exemple. C'est peut-être important d'entrée de jeu pour les syndicats de copropriété de bien déterminer le rôle qu'ils veulent que leur gestionnaire immobilier occupe au niveau de la transaction en soi.
Mais d'entrée de jeu, je pense que on a parlé un petit peu des responsabilités des notaires, des courtiers immobiliers, gestionnaires. Tu sais, lui, je pense que la plus grande responsabilité qu'il a dans une transaction immobilière, c'est d'assurer une transparence des informations complète entre les différents intervenants qui vont procéder à cette transaction, à la transaction immobilière, puis s'assurer que autant l'acheteur, le vendeur et ses agents respectifs vont avoir toute l'information pertinente pour faire leur vérification diligente et faire un choix éclairé. Donc, tu sais, c'est l'étape numéro 1 dans une transaction immobilière lorsqu'on est le syndicat de copropriété ou le gestionnaire, c'est de s'assurer de fournir toute la documentation pertinente et importante, soit aux vendeurs, acheteurs ou agents respectifs. Donc, tout ce qui constitue le registre du syndicat de copropriété, puis qui sont des documents essentiels à la prise de décision, puis à la connaissance là, globale de la situation du syndicat de copropriété. Là, on parle des états financiers les plus récents, carnet d'entretien de l'immeuble s'il est là, l'étude de fonds de prévoyance, les procès-verbaux, évidemment, de tout ce qui est procès-verbaux des dernières assemblées générales annuelles et notamment là, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, tout ce qui est procès-verbaux CA, extrêmement d'informations pertinentes qui se retrouvent aussi, qui vont permettre aux gens de consulter là, finalement là, les décisions prises, les dernières décisions prises dans le syndicat de copropriété. Évidemment, la déclaration de copropriété, les règlements de l'immeuble, et puis des fois, hein, parce qu'il y a des règlements qui ne sont pas dans la déclaration, Exact. d'envoyer absolument tout ce qui est nécessaire. Tu sais, si je peux donner peut-être un petit conseil aux syndicats de copropriété qui n'ont pas nécessairement de gestion, c'est des fois, on a comme on met l'ensemble de ces documents-là hein, dans un accès qu'on doit donner à nos copropriétaires, un accès cloud. Ben, il y a des accès qui peuvent se donner en mode partagé aux agents directement qui leur permettent de faire leur vérification diligente, là, tout en respectant là, la nouvelle législation, la loi 25. Là, nous, on a fait en tant que gestionnaire, souvent, on va offrir un portail qu'on va aller déposer les documents de vente à cet endroit-là. Puis en plus, les gens vont avoir un lien sécurisé, là, les courtiers ou les notaires, pour venir consulter le registre du syndicat là, et puis faire leur vérification diligente. Ben, en tant que syndicat de copropriété, plus petit syndicat de copropriété, vous pouvez un peu faire cette méthode-là, mais de façon maison, en vous assurant bien évidemment que ce sont des liens sécurisés qui respectent là, ça, c'est le rêve, Guillaume. C'est le rêve, ça. Oui, ça, c'est mon rêve. Que ça soit obligatoire. Oui, c'est ça. En fait, c'est très facilitant hein, parce que là, c'est sûr que d'un côté, c'est facilitant pour le courtier ou le notaire qui a accès à ces documents-là puis qui peut aller faire ses propres vérifications. Puis pour vous, les conseils d'administration, qui sont responsables là, de répondre à toutes les questions, à toutes les ben, ça vous fait pas mal moins d'échanges de courriels et puis de travail finalement là, pour une transaction immobilière. Là. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi que la fameuse transaction immobilière, elle concerne une unité privative. Hein? C'est pas, vous n'êtes pas en train de faire du travail pour le bien-être du syndicat puis de la collectivité. Là, on met de l'énergie à un endroit. Puis c'est d'ailleurs, tu sais, ce qui peut justifier le fait d'introduire dans votre déclaration de copropriété des frais associés là, à ces documents-là. Parce que je pense que tout le monde qui sont panélistes qui ce soir peuvent dire qu'il y a beaucoup de temps qui sont mis dans ces dans les transactions immobilières d'un syndicat de copropriété. Puis c'est important là, que on passe pas tout notre temps là-dedans, puis que ce soit un peu le principe de utilisateur-payeur là, dans ces dossiers-là. Donc, effectivement, n'hésitez pas là, à mettre des frais qui peuvent être raisonnables, associés à la bien sûr. Oui, des frais Oui, raisonnables, je pense mais... de plus en plus, je m'excuse de te couper, Guillaume, de plus en plus, on voit cette habitude-là des syndicats, des conseils d'administration d'établir, de demander là, une petite compensation pour le travail de production de documents, puis de répondre aux notaires, répondre aux courtiers immobiliers. C'est sûr que là, on a des petites copropriétés, puis le travail se fait à la maison, puis on répond à brûle pour point, puis des fois, le notaire ou le courtier ont été obligés de courir un peu après la documentation. C'est certain que avoir la possibilité de colliger tout ça dans un site, mettre tout ça dans un même paquet, là, il y a un enjeu de sécurité aussi, tu sais, parce que là, tu parles de cloud. Moi, on a vécu des transactions où malheureusement, la personne qui est en charge des documents dans son ordinateur
a malheureusement brisé l'ordi, le disque dur est brisé, puis on a tout perdu l'historique de la copropriété. Et ça, c'est dramatique, là. Alors, fait que ça aussi, il y a tous des enjeux de sécurité aussi, à ce niveau-là, là. D'autant plus de l'entrée en vigueur de la loi 25, là, il y a des responsabilités supplémentaires là, au niveau des conseils d'administration. Là, fait que c'est sûr que évidemment, là, de se doter d'outils informatiques là, qui sont parfois très peu dispendieux, mais qui peuvent vous épargner beaucoup de temps et beaucoup de soucis, là, c'est important pour ceux qui s'auto-administrent, bien évidemment. Ensuite, je pense qu'une des responsabilités, là, évidemment, là, dans laquelle il ne faut pas lessiver, c'est vraiment être le plus précis possible au niveau de tout ce qui est frais de la copropriété, parce que c'est souvent là où est-ce qu'il peut y avoir un début de litige, là, quand il y a une mauvaise information qui est fournie, que ce soit au niveau des frais communs, que ce soit au niveau du prochain budget. On le sait que là, il y a plusieurs copropriétés qui tranquillement se dotent de carnets d'entretien, d'autres qui ont eu des études de fonds de prévoyance. Les études de fonds de prévoyance, souvent, apportent des recommandations. Le conseil d'administration décide des fois de les mettre en application tout de suite ou de retarder ou d'avoir un scénario de rattrapage sur un certain temps. Ça, c'est important pour les copropriétés quand même d'être précis à ce niveau-là parce que ça peut apporter son lot de surprises là, lorsque vient le temps de finalement publier les nouveaux frais, de présenter le budget de la copropriété en Assemblée générale annuelle pour qu'il soit adopté par la suite par les conseils d'administration. Mais quand on s'attendait pas à ça nécessairement, mais que là, du jour au lendemain, des nouveaux administrateurs qui décident de respecter 100% de l'étude, puis que, on a des frais communs qui augmentent de 20-25% cette année-là avec des cotisations spéciales, puis fait que là, les nouveaux acquéreurs, des fois, sont pas au courant. Fait que, tu sais, dès qu'on parle d'argent, là, c'est sûr que c'est là que le bas blesse, là, souvent, là. Effectivement. Puis, c'est sûr que des fois, c'est des décisions, des fois, qui sont prises un peu à huis clos. On peut pas toujours avoir l'information, mais c'est vraiment de tenter d'être le plus précis, tu sais, sur les frais actuels et les frais à venir. Puis, autant pour une transaction immobilière que pour les copropriétaires en général, c'est quand même quelque chose qui est bien là, Fait que sinon, ben je crois qu'on a un rôle justement là, au niveau du gestionnaire d'assurer cette coordination-là avec le conseil d'administration de la copropriété avant de répondre aux intervenants, puis de s'assurer vraiment qu'on a l'information la plus à jour, là, mis à part ce qui peut se retrouver dans les procès-verbaux. Tu sais, des fois, le procès-verbal du CA date de 2-3 mois, on a une demande de DRCOP, ben on prend le temps de communiquer avec le conseil d'administration s'il n'y a pas des décisions qui sont prises entre-temps. Des planifications. Oui, effectivement. Puis, tu sais, pour terminer, je pense qu'un des rôles que le gestionnaire immobilier a de son côté, ou le syndicat de copropriété a de son côté, qui est complètement, qui ne fait pas partie de ce que le notaire ou le courtier peut avoir, c'est la mise à jour des fameux dossiers suite à ces ventes-là. Tu sais, des fois, ça peut être aussi quelque chose qui est un peu laborieux. C'est pas la faute nécessairement de personne, mais obtenir les informations des nouveaux acquéreurs, les actes de vente, là, le délai entre la vente, fait que le copropriétaire finalement est parti, mais on n'a pas encore reçu les informations nécessairement officielles, si on veut, des nouveaux acquéreurs. Ben, ce délai-là, des fois, fait en sorte que là, il y a comme un petit manque à gagner au niveau du syndicat de copropriété, au niveau des frais communs. Mais normalement, c'est pas le notaire avise pas le syndicat, Maître Leblanc? Oui, hein? oui. C'est ça. D'une part, on avise le syndicat qu'il va y avoir une transaction, étant donné qu'on demande les frais, la situation par rapport aux frais et la documentation. Puis, après la signature de l'acte de vente, on envoie l'acte au syndicat. Oui. Mais effectivement, là, ça, c'est sûr et certain que ça se passe comme ça en pratique, mais il peut y arriver des fois, comme dans n'importe quoi, là, tu sais, que le notaire peut être débordé pendant un certain temps ou quoi que ce soit. Ça peut avoir. Il peut y avoir un certain délai avant de recevoir. Malheureusement, les expéditions, effectivement, prennent souvent plusieurs semaines, donc possiblement que le syndicat ne sera pas à jour. Ça arrive, tu sais, je prends l'exemple de Guillaume que tu veux dire, parce que des fois, ça n'arrive pas toujours le bon timing. Bon, il y a une transaction qui est en route, il arrive un sinistre. C'est qui est là, puis on ne sait pas qui appeler parce que là, le gestionnaire va appeler le copropriétaire, mais on est entre les deux. Ça, c'est une situation qui arrive à l'occasion.
Mais sur ce que, Guillaume, tu disais, qui est vraiment important que je veux rappeler, là, c'est que tu l'as dit. La transaction, là, elle est très, je l'ai dit aussi d'entrée de jeu, très énergivore pour le syndicat et ou le gestionnaire. Puis, elle est aussi, on s'implique aussi légalement comme administrateur et comme gestionnaire parce qu'on a des questionnaires à remplir du côté du DRCOP des courtiers. Et après ça, on a le questionnaire du notaire dans lequel on refait quasiment le doublon de la job. Puis, si je peux me permettre, moi, de poser une question à Maître Leblanc, moi, des fois, je dirais que maintenant, c'est un peu plus pareil, mais des fois, il y a des notaires qui nous envoient 4-5 questions sur une transaction. Quand la plupart ont quasiment 3 pages, ça se rend jusqu'à 22, 23, 24 questions, tout ça. Bien, moi, des fois, je me suis dit, eh mon Dieu, en tout cas, j'espère qu'il y a eu de la bonne information, du bon fichier à la bonne place au bon moment. Oui. Comment on peut imaginer que notre client, est-ce qu'il a toutes les informations nécessaires? Notre syndicat, le syndicat qui nous écoute ce soir, il se dit, Colin, le notaire, il n'a pas dit grand-chose peut-être, parce que, tu sais, c'est-tu une question de mettre un formulaire comme pour tout le monde ou... Ben, c'est sûr qu'on n'a pas, les notaires, on n'a pas un format commun là, Comme le courtier. de demande d'information comme le courtier. On n'a pas de formulaire prescrit. Donc, chaque notaire, il va selon son expérience, si on veut. Donc, évidemment, il y a des points qui doivent être abordés. On doit avoir les réponses à ces questions-là. Les charges communes, l'assurance, les préjudices possibles, les cotisations potentielles. Donc, ça fait partie, évidemment, des questions essentielles. Pour ce qui est de l'ensemble de toutes les questions que l'acheteur devrait poser, c'est au moment de sa vérification diligente, là. Donc, lorsque la DRCOP, elle est complétée, que les informations sont envoyées au courtier, ben, c'est là qu'il doit faire sa vérification et poser avec l'aide de son courtier les 150 questions. Puis, par rapport à ça, si je veux faire du pouce un peu, parce qu'on finalement, l'intervention de Valérie, c'était un peu que justement, les questions des courtiers, finalement, se retrouvent un peu dans les questions des notaires. Et puis souvent, on se rend compte que vous avez besoin sensiblement des mêmes informations dans le cadre de votre vérification, mais probablement, en tout cas, j'ose croire que le 1068.1, l'attestation de conformité de la copropriété, va venir régler ça. Merci d'en parler. une grande partie de cette problématique. Ben, qui n'est pas une problématique en soi, mais qui est justement là, un dédoublement des charges pour le syndicat de copropriété de retranscrire, réacheminer, etc. Donc, je crois que ce fameux certificat-là, quand on va avoir les détails plus exacts, probablement que les deux professionnels vont pouvoir se limiter puis se servir beaucoup de ça qui va être finalement là, un compte-rendu très exhaustif de la situation du syndicat de copropriété, de l'état des fonds, de toutes les informations pertinentes qui sont demandées finalement présentement, mais qui vont un peu venir uniformiser là, les formats. Puis, mais même maintenant, Guillaume, présentement, le formulaire de demande de renseignement au syndicat des copropriétaires, moi, personnellement, quand je l'envoie, il n'est pas suffisant, là. Écoute, moi, j'ai 24 questions additionnelles que je mets dans mon courriel au gestionnaire. D'ailleurs, il y a un syndicat de copropriété qui me dit récemment, est-ce que je peux emprunter vos questions pour on va faire un PDF avec ça? Alors, moi, j'ai très hâte que l'attestation arrive avec 1068.1 qui peuvent passer le règlement, mais d'uniformiser justement tout ça. Mais l'idée là-dedans, c'est que le formulaire qu'on a présentement, il n'est plus à date. Il y a plein de questions qui ne sont pas là. Et on répond pas, on va pas chercher toute l'information. Puis certains notaires en demandent beaucoup plus. Alors, vivement le jour où on va pouvoir avoir toutes les mêmes ou à peu près questions-réponses. Parce que sinon, si on se contente juste du formulaire actuel, c'est pas suffisant. S'il y en a qui m'écoutent, là, des courtiers, c'est pas suffisant. Partage-nous ton PDF. Ah oui.
Pour le bénéfice des auditeurs, peut-être préciser que 1068.1, c'est une disposition du Code civil qui est pas encore en vigueur et Non. qui va donner l'obligation au syndicat de copropriété de fournir une attestation à l'acheteur. Donc, au moment où on aura une promesse d'achat qui va contenir toutes les informations essentielles pour l'acheteur afin qu'il soit capable de prendre une décision bien éclairée. Éclairé. Puis effectivement, merci Guillaume d'avoir soulevé ce point-là qu'on n'avait pas discuté du tout, on n'a pas pensé avant d'entrer en ondes. Naturellement, Nathalie, tu sais bien que dans les chats, il y a quelqu'un qui dit « Moi aussi, j'aimerais avoir vos questions. » Si c'est des courtiers, dites-leur qu'ils m'envoient un message, je leur enverrai avec plaisir. Moi, je veux juste améliorer la profession. Alors, si on peut avoir le plus possible des courtiers qui ont des déclarations et des informations justes, quand on fait des transactions, ben tout le monde va sortir gagnant de ça, là. Je veux dire, sinon, ça s'en vient sur mon bureau quand il y a des problèmes. Je peux en éviter une coupe, je vais être bien contente. Alors, ça va me faire plaisir de partager. Mais je vais faire du pouce sur projet Crémax, le projet copropriété. Oui. Qui, tous les courtiers ont une formation avec Maître Jolicoeur de plus de 4 heures, 4 heures et demie, justement sur la copropriété. Alors, ça, c'est rassurant pour les gestionnaires que nous sommes, probablement pour les notaires que vous êtes aussi, Maître Leblanc, parce que moi, j'ai toujours dit que d'acheter en copropriété, c'est comme si quelqu'un qui a une maison, il va acheter une ferme. C'est deux mondes. Absolument. Et fait qu'on est dans deux mondes différents. Et c'est important parce que la copropriété, c'est le mode d'habitation c'est ça le meilleur mode d'habitation dans les grandes villes. Et c'est juste que des fois, je trouve que les gens sont mal informés. Il y en a qui ne font pas leur devoir non plus d'acheteurs, puis etc. Mais sur ça, moi, j'avais une question qui me titille depuis plusieurs temps. C'est les délais, Nathalie, quand le courtier doit envoyer son DRCOP. Donc, pour aller chercher l'information, je pense que comme syndicat et gestionnaire, Guillaume, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je trouve que des fois, il y en a qui vont nous dire non, mais envoie-moi juste les documents parce que mon DRCOP, je vais te l'envoyer quand la transaction va aller chez le notaire. C'est presque vendu, puis là, tu sais, les histoires embarquent. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de vos consignes à vos courtiers, Nathalie? Normalement, on doit avoir, Valérie, en fait, le courtier immobilier, quand il prend particulièrement une copropriété ou qu'il y a une multitude de documents, c'est sûr que dans plus petites copropriétés, des fois, malheureusement, on se retrouve. On n'a pas assez. Ben, en fait, il n'y en a pas, même des fois. Là, on se retrouve avec une copropriété déficiente où il y a absolument rien. Ça, c'est un autre sujet, peut-être un autre soir. Mais au niveau de notre devoir de vérification, avant de peser sur le bouton de mise en ligne, normalement, le courtier devrait avoir fait toutes ses vérifications diligentes, obtenu l'information, obtenu la DRCOP, parce que maintenant, puis avant, il y avait il y avait un enjeu de délai, fait que les courtiers étaient un peu trop mais pas qu'ils étaient pressés, mais il n'y avait pas le choix vraiment à partir du moment où ils signaient un contrat de mettre la propriété dans les 5 jours qui suivaient. Il y avait un enjeu au niveau des règlements de notre association. Ce règlement-là n'est plus là. Alors, présentement, quand on prend un contrat, le courtier n'a plus aucune raison maintenant de peser sur le bouton trop vite pour mettre la propriété en ligne. Et il y a le temps puis donner un break au gestionnaire, d'avoir le document, de reporter la mise en marché pour pouvoir, justement, quand on met les documents, qu'on a toute l'information. Puis pas juste pour dire on a toute l'information, mais pour être en mesure de répondre aux questions des clients aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a des pertes de temps. Si le client arrive, il veut avoir telle affaire, je sais pas, moi, il a besoin de travailler à la maison, il va recevoir des clients. Malheureusement, dans la déclaration, c'est marqué que c'est pas possible. Ils veulent pas de va-et-vient dans la propriété. Il l'achètera pas. Là, lui, c'est une question de travail. Même chose pour les animaux. Il y a eu des cas là, qui se sont produits au niveau des animaux. Alors donc, c'est important que le courtier inscripteur, quand il prend une propriété, qu'il a toutes les données en main, puis en fait, ça va faciliter les transactions parce que le courtier de l'acheteur qui représente l'acheteur qui va venir, qui va poser ses questions, tout le monde va avoir l'information et on va pouvoir à ce moment-là procéder et avoir beaucoup moins de risques de personnes déçues ou qui vont en prendre des surprises. Puis je veux juste, en terminant, dire qu'il y a aussi une responsabilité du vendeur là-dedans qui est très importante. Puis malheureusement, des fois, on obtient les documents des gestionnaires et tout, mais entre le moment où on dépose une promesse d'achat qui est acceptée puis l'acte notarié
chez Maître Leblanc un peu plus tard. Il y a des choses qui se passent entre ces deux dates-là. Des fois, il y a 2 mois, 3 mois de délai entre les deux. Et là, se passe une Assemblée générale spéciale, arrive un montant ou une contravention au niveau du syndicat. En tout cas, bref, il arrive plein de choses. Ben, le propriétaire a l'obligation d'aviser le courtier de tout événement qui arrive au niveau de la copropriété. Parce que nous, on a l'obligation de le dire à l'acheteur. Parce que l'acheteur peut se désister si c'est un facteur significatif. On ne voudrait pas mettre en péril les transactions. Alors, c'est tellement important. Tantôt, tu parlais, Guillaume, de transparence de données en termes de gestionnaire, mais c'est un travail d'équipe, ça, là. Dans le sens que c'est aussi le gestionnaire, c'est aussi de donner l'info au courtier, de s'informer également. Là, quand vous décidez de mettre à vendre votre maison, vous n'êtes jamais allé à aucune assemblée de copropriétaires. Oui, on va aller les chercher des informations, mais vous devez quand même être vigilant. C'est probablement le bien le plus précieux de votre vie, là. Puis on fait tout ce qu'on peut. On a une obligation de moyens, nous, les courtiers immobiliers, mais ça s'arrête là. À quelque part, on ne peut pas aller au-delà du moyen, là. Il y a des limites à notre devoir de vérification. C'est un peu ça que je pourrais dire. Guillaume, je ferai du pouce sur ce que Nathalie a dit, là, mais tu sais, l'entre-deux, là, tu as signé le DRCOP pour ton client, il est parti, puis là, le notaire, ben, ça va se passer bientôt, arrive l'Assemblée. Qui veut assister à l'Assemblée? Le nouveau, l'ancien, il se partage ça. C'est une bonne idée. Comment vous réagissez comme gestionnaire à cette... Parce que ça arrive de plus en plus, en tout cas de notre côté. Là. Oui, absolument. Souvent, on va avoir des demandes dans ce sens-là où est-ce que là, on a une transaction en cours et puis elle n'est pas nécessairement totalement finalisée, mais on a des vendeurs qui désirent procurer les éventuels acheteurs pour les représenter dans l'Assemblée générale annuelle. Fait que la bonne façon de faire, c'est vraiment de remettre procuration aux éventuels acheteurs pour qu'ils viennent assister et qu'ils soient au courant de tout ça. C'est sûr que si on fait ça en tant que vendeur, puis que là, il n'y a pas des bonnes nouvelles dans l'Assemblée générale annuelle, de toute façon, les gens l'auraient su, mais ça reste que tu sais, écoutez, on n'a pas nécessairement besoin tout le temps des objections par rapport à ça, mis à part le fait que lorsque là, on a les deux qui veulent y assister, des fois, ça devient un petit peu plus complexe. Ça dépend pas mal du conseil d'administration en place, s'il tolère d'avoir des visiteurs lors de l'Assemblée ou non. Puis tu sais, pour faire du pouce un petit peu sur ce que Nathalie mentionnait, puis on s'en est parlé un petit peu tout à l'heure là, avant la réunion quand on parlait. Nous, on vit une réalité aussi que lorsqu'on va remplir un DRCOP pour un courtier immobilier, on parlait tout à l'heure que là, présentement, depuis peut-être de la pandémie, les condos se vendaient très bien. Là, les délais vont peut-être revenir un petit peu plus à la normale ou à ce qui était pré-pandémie. Des fois, c'était un petit peu long. Fait que, on se posait la question si ce ne serait pas une bonne pratique, hein, Nathalie, des fois, lorsque le DRCOP a dépassé un certain délai là, de 30, 60 jours pour le courtier, ben, peut-être de demander s'il n'y a pas eu justement des modifications pour qu'on remette à jour ces documents-là, puis qu'il n'y ait pas de surprise, là, parce que c'est sûr que effectivement, le vendeur a sa responsabilité de divulguer, mais pour s'assurer, vous, de votre côté, que tout est fait en bonne et due forme, puis que vous allez chercher vraiment l'information à la source. Parce que des fois, le vendeur, là, il lira pas nécessairement les procès-verbaux des CA, il ira pas chercher son information, fait qu'il ne trouvera pas pertinent de remettre de la nouvelle information à jour à d'éventuels acquéreurs ou à son courtier. D'ailleurs, Guillaume, je peux faire du pouce là-dessus, là. C'est que même dans le cadre d'une transaction, même si tous les documents, parce que les courtiers immobiliers, là, nous, on va les mettre en ligne dans notre plateforme, tous les documents de copropriété qui est confidentiel, il y a juste les courtiers qui ont accès à ça. Dans le cadre d'une transaction, malheureusement, j'ai vu des situations où le courtier du vendeur reçoit une promesse d'achat, puis parce que tous les documents sont en ligne, ben, l'acheteur ne mettra pas de condition de vérification de documents. C'est une erreur. En fait, la clause, c'est pas parce que tous les documents sont disponibles que l'acheteur a eu le temps de tous les lire, de poser ses questions, d'interroger, de peut-être voir justement que la DRCOP date de 90 jours, de dire « Hey, écoute, je peux pas prendre une décision éclairée, j'en voudrais une autre. » Fait que techniquement, dans l'offre d'achat, la clause, puis nous, je vais dire la clause, c'est la clause 9.1 de nos promesses d'achat, elle devrait toujours être cochée.
Ouais. Toujours, parce qu'à quelque part, l'acheteur doit prendre son temps pour lire l'information ou laisser le courtier lire ensemble les documents. C'est important. Puis aussi le fait que Bon point. si les courtiers prennent un petit peu les devants là, au niveau de leur mise à jour puis des demandes d'information qui datent d'un certain temps, ben, on ne se retrouve pas coincé des fois avec une C'est ça. transaction qui est sur le point de se conclure ou qui va se conclure très rapidement. Puis là, on demande, mettons, au syndicat ou au gestionnaire de nous refaire un DRCOP parce que le dernier date de 4 mois. Puis là, le gestionnaire se retrouve à essayer de répondre à ce document-là dans des délais qui sont déraisonnables. Urgence. Au bout de 4 mois, il faut pratiquement refaire le document là, Ouais. dans son Ah, entièreté. exact. Il faut aller aux sources, puis C'est il sûr. faut voir s'il n'y a pas vraiment des événements ou des éléments significatifs qui peuvent vraiment faire changer Oui. l'allure là, du syndicat. Fait que, tu sais, je pense que ça serait peut-être une bonne pratique, ça, effectivement, là, en termes de Parlant, courtier, là. parlant de bonnes pratiques, tu me fais penser, puis il y a une question dans le chat, il y a une madame, une personne, Natalia, qui dit, est-ce que c'est possible qu'on parle des petits syndicats? Fait que là, vous me voyez venir parce que on s'entend qu'il y a Ouais. énormément de problématiques dans les petits syndicats. Et Mhm. si on se fie à la seule étude qui a été faite, qui a été réalisée par le RGCQ, avec des gens très compétents qui ont fait une étude que 90% des syndicats au Québec sont des petites copropriétés. Fait que c'est sûr que Guillaume et moi, quand on parle, on a plus des idées de plus grandes copropriétés. Nous, chez Condo Stratégistes, on a beaucoup de petits syndicats, par contre, mais on a des gens qui sont en autonome, ils ont 4 unités. Y a-tu pas de PV? Y a-tu pas d'assemblée? Il n'y a pas d'assemblée. Maître Leblanc, il n'y a même pas de REC qui a été déconnecté parce qu'on ne payait plus. Il n'y a pas d'état financier, tout ça. Là, ça, c'est un problème. Oui. Parce que l'unité Ça vient devient jouer sur la tellement valeur. importante. Ben oui. Qu'est-ce qu'on Oui, fait? c'est un réel problème parce que, bon, il y a des correctifs certains correctifs qui Ouais. peuvent être amenés. Là. On s'entend avec le fait qu'on Mhm. ne soit pas bien immatriculé, L'assurance. c'est facile bon, l'assurance. Est-ce qu'on est assuré correctement? On est dans un petit quadrilatère de 4 maisons de ville. Chaque propriétaire a assuré sa maison, mais on n'a pas d'assurance C'est de ça. syndicat. On a aussi des situations de copropriété en duplex où finalement, ben, chacun paye ses affaires. Il n'y a pas de fonds de prévoyance parce que quand il y a je sais pas, faut refaire le toit, ben, chacun va contribuer 50-50. Tu sais, à l'occasion, il n'y a même pas de respect des valeurs relatives de chaque unité. Fait que oui, ça arrive fréquemment. Puis dans certaines situations, malheureusement, ça peut devenir quasiment impossible de remettre la situation conforme avant la transaction de vente. Puis, Est-ce qu'on il y peut a- faire, Maître il y a- Leblanc, peux-tu faire une transaction pareille? Y a-tu une assurance qu'on peut prendre? Y a-tu des démarches qui peuvent se faire? Ou... Ben, c'est sûr qu'en ce qui concerne la conformité là, du syndicat de copropriété, il n'y a pas d'assurance qu'on peut prendre là, pour. Pas comme une assurance titre, là. C'est pas l'assurance titre qui va couvrir le risque de que quelqu'un qui bloque une transaction parce que le syndicat est pas conforme. Il faut aviser le syndicat de copropriété de se remettre en état. Il faut aviser l'acheteur que s'il désire acheter, malgré cette non-conformité-là, qui met peut-être en péril la valeur de la propriété, peut-être que la valeur de son condo va diminuer parce que son Ben, en syndicat fait, de ça va copropriété. même plus que ça, là, je vous dirais, dans le marché actuel, et ça a changé, en fait. Ça a été le bon point de la loi 16 puis le changement de la loi 141. Et ça, je le vois dans mes bureaux. Il y a des transactions maintenant, parce qu'avec le devoir du courtier qui est là pour conseiller, parce que ça fait partie aussi de ses devoirs, le devoir de conseil, ben, veut pas, quand le client, on va analyser une copropriété, qui n'a pas d'état financier, qui n'a pas de procès-verbaux, qui n'a absolument rien, on regarde, il est mal immatriculé, il n'a pas fait ses mises à jour, etc., puis que le client nous demande, Madame Bégin, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis désolée, moi, je peux pas lui On dire n'achète d'acheter pas. ça. Ben, c'est ça. Alors, ouais, et on est rendu là, là.
C'est ça. Puis cette réponse-là va faire en sorte que le syndicat de copropriété réalise qu'il y a une problématique. Et là, bon, pour être capable de faire vendre les unités de sa copropriété, ben, il va falloir qu'ils se mettent à l'ordre. Mais savez-vous, le problème qui arrive, c'est tout va bien quand les quatre, exemple, si on prend une copropriété de 4, tout va bien quand les 4 s'entendent. Oui. Mais à partir du moment qu'il y en a un des 4 qui décide de partir et que là, il réalise que toutes ces années-là où il aurait dû mettre de l'argent ici et ça, vient le pénaliser pour sa vente, là, il n'est pas content. Ouais. Là, c'est encore pire. Parce que là, il perd des acheteurs. Là, il perd des potentiels acheteurs. Là. On a eu des transactions qui ont tombé. On a eu des gens qui se sont retirés et des clients qui ont décidé de ne pas y aller. Et ça va aller de pire en pire, selon moi. Parce que avec des émissions comme aujourd'hui, ben, les acheteurs, s'il y en a qui sont en ligne, qui écoutent, ben, ils vont probablement dire, oh, là, je vais faire attention à ça. Et ils ont raison. Parce que moi-même, je n'achèterais pas une copropriété qui n'a pas de fonds de prévoyance, qui ne s'est pas mis à jour. Parce que veut pas, si la brique ou qu'il y a quelque chose qui arrive, ben, on va payer pour dans quelques années, là. Puis c'est un risque que je ne serais pas prête à avoir. Oui, puis le parc de copropriété est vieillissant aussi au Québec. Puis il y a de plus en plus d'exemples concrets là, qui sortent dans les journaux, qui sortent un petit peu partout. Où est-ce que là, on voit des cotisations spéciales qui arrivent, puis que là, les gens sont pas en mesure. Le syndicat est pratiquement en faillite. Fait que, c'est sûr et certain que la loi 16 a apporté justement cette particularité-là, où est-ce que autant les acheteurs que les vendeurs, que tous les gens qui œuvrent autour de la copropriété au Québec sont de plus en plus informés, formés. Donc, effectivement, là, pour les petites copropriétés, la chose à faire, c'est vraiment d'essayer le plus possible de se conformer au minimum à mettre des petits procès-verbaux, puis de suivre une comptabilité, là, que ce soit une comptabilité de caisse, mais au moins que vous ayez votre étude de fonds, que vous avez au moins le solde de vos fonds qui soit facilement identifiable là, dans vos états financiers pour que les gens aient au moins là, le strict minimum pour prendre une décision et qu'ils savent où ils s'en vont lorsqu'ils acquièrent une unité dans votre syndicat. Là. Absolument. Et l'autre question que j'ai, puis qui est sûrement rencontrée par des gestionnaires comme l'équipe de Guillaume et les autres gestionnaires au Québec, c'est la fameuse Maître Leblanc. On s'en va en assemblée, on le sait déjà. Là. En tout cas, les gestionnaires, on le sait, on s'en va. Là, c'est la grosse période qui vient de se terminer, qui est encore en train de se terminer. Là, on est sur la finale. Et là, on le sait qu'au mois de février, si Nathalie, elle nous amène un offre, on le sait à peu près, le budget, il s'en va où. Puis là, il y a une cotisation spéciale. Puis là, on la déclare au notaire, mais là, vu que l'Assemblée n'a pas eu lieu encore, elle va être après-demain. Qui va payer le 2500 de contribution spéciale pour X projet ou quoi que ce soit? C'est compliqué pour les syndicats. C'est compliqué pour les gestionnaires parce qu'on vient entre les deux en disant, ben là, demande-la, puis ça dépend du notaire. Des fois, il prend une retenue, des fois, il négocie avec les clients. Qu'est-ce que vous devez faire comme notaire? Comment on va gérer la situation? Si on a un syndicat qui nous le dévoile, hein, ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, malheureusement, l'acheteur l'apprend après la transaction. Mais si, heureusement, le syndicat nous l'a déclaré quelque temps avant la signature de l'acte de vente, bien là, évidemment, nous, il faut réagir parce que l'acheteur n'est pas au courant. Donc, le notaire va aviser l'acheteur. Et donc, l'acheteur ne veut pas nécessairement être totalement responsable de cette nouvelle cotisation-là. Là, il va devoir prendre entente avec son vendeur. Donc, on va aviser les parties, qui devront négocier sur la responsabilité par rapport à cette cotisation-là. Est-ce que c'est le vendeur qui va devoir la payer quand la cotisation va être budgétée ou est-ce que c'est l'acheteur qui va l'assumer parce que c'est pour des travaux futurs auxquels on s'attendait. On peut demander au notaire de faire une retenue quand on veut que ce soit le vendeur. On les met dans l'offre d'achat, souvent on met des clauses, oui. C'est ça. Donc, si ça a été prévu dans la promesse d'achat, super, tant mieux. Comme ça, c'est plus facile à faire passer la patente. Si ce n'est pas le cas, bien là, évidemment, ça se négocie. Puis la décision finale de faire la retenue, ça comporte pour le notaire, là, il doit y avoir une convention additionnelle qui doit être faite, qu'on appelle la convention de retenue. Puis même si c'est des petits montants, là, même si c'est 1 000 $, le notaire doit faire une convention de retenue qui délimite là, la façon dont le déboursé va être fait.
Et ça amène des frais supplémentaires. On s'entend, Ouais. si le notaire est obligé de rédiger une convention de retenue pour 1 000 $, ça va peut-être coûter 300 $ au vendeur pour faire la déclaration, la convention. Et puis, bon, quand la cotisation, elle est votée, le syndicat de copropriété va nous envoyer l'information, puis on va payer à même la retenue, la cotisation. Donc, c'est comme Nous, c'est ça fonctionne. c'est une des situations qu'on vit le plus présentement au niveau transactionnel, où entre la promesse d'achat acceptée et finalisée et le notaire, boum, il y a une assemblée générale spéciale, etc. Et l'idée, je dirais présentement, là, c'est que il y a une nouvelle, il faut agir différemment. Quand le courtier rencontre son client, le vendeur, il faut qu'il y ait déjà une discussion. Il est prêt à aller où? S'il y a une cotisation qui rentre, il est prêt à payer combien, etc. Il faut le prévoir à l'offre d'achat, cette situation-là, même si elle n'arrive pas au cas où elle arrivait. Parce que de toute façon, si on le prévoit et que ça n'arrive pas, ben, le notaire n'appliquera pas la retenue. Mais je veux dire, C'est une bonne nouvelle. Ben, en fait, mais ça, l'idée, on est dans un tournant présentement. Fait que là, il y en a qui commencent à le faire, mais ça va se faire de plus en plus parce que je vous dirais que des cas de dossiers comme ça, là, j'en ai géré là, beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup. ça arrive souvent. Ouais. Puis on a aussi l'instauration du nouveau fonds, l'auto-assurance, hein, où est-ce que là, on voit de plus en plus dans les syndicats de copropriété des primes qui prévoient, en fait, des polices qui prévoient des franchises qui sont très hautes. Donc, souvent, les syndicats de copropriété sont en train de constituer leur fonds d'auto-assurance. Là, il y a un sinistre qui arrive. Fait que, c'est pas nécessairement juste des cotisations spéciales qui sont liées à des travaux qui n'avaient pas été prévus ou quoi que ce soit. Là, on vient amener toute la dynamique de l'auto-assurance d'un syndicat de copropriété. Fait que c'est sûr que ces cotisations-là, tu sais, sont jusqu'à temps que peut-être ça se régularise au niveau des franchises, surtout pour ce qui est de dommages par l'eau d'un syndicat de copropriété, là, mais il y a une nouvelle dynamique de cotisation qui n'existait pas là, jusqu'à tout récemment. Mais ça, les courtiers le prévoient maintenant parce que le document qu'on demande, ça fait partie de la liste des documents qu'on demande pour avoir le solde du fonds d'auto-assurance. Fait qu'à partir du moment où le gestionnaire nous dit qu'il n'y en a pas encore ou quoi que ce soit, mais dans le devoir de conseil, le courtier va devoir dire au client, regarde, c'est obligatoire, sont déjà à défaut au moment où on se parle. Si on regarde la police d'assurance de la copropriété, la franchise la plus élevée, c'est 50 000. Vous êtes 6, alors on va le calculer grosso modo avec votre code-part, puis bingo, dès maintenant, vous devez déjà 3 500 $. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Allez-vous le payer? Ou bien c'est l'acheteur qui va le payer? Mais il faut le prévoir. Fait que ça fait partie déjà là, qu'on devrait en voir moins là, des problématiques à ce niveau-là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, comme gestionnaire, c'est beaucoup plus fréquent qu'on va mettre une réserve sur les questionnaires en disant qu'il y a une cotisation spéciale qui s'en viendrait de plus ou moins 3 000 par unité ou des choses comme ça. Là. Tout à fait, on est en période d'ajustement aussi. Exact. Là. Donc, les prochaines années, je pense que il va y avoir beaucoup de frais, beaucoup de. Tellement. Donc, à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais là, pour le moment, il y a des belles surprises. Oui. on est vraiment en train de déterminer justement là, de quelle façon ça va se stabiliser parce que présentement, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de syndicats de copropriété qui n'ont pas nécessairement cotisé à 100% leur fonds d'auto-assurance, qui doivent décaisser pour un sinistre, mais le sinistre, on croit qu'il y a une responsabilité. Donc, le syndicat va en assumer les frais, mais il va y avoir une refacturation qui va être faite. Mais si vous êtes pris dans cette portion-là de la vente, ou est-ce que, écoutez, on va demander une cotisation spéciale, ça se peut que le fonds soit renfloué par la suite, mais il y a quand même un pourcentage de chance de non-récupération des sommes. Puis, fait qu'on on est pris un peu là-dedans, là, présentement, là, puis on espère fortement qu'il y ait une bonne jurisprudence qui va sortir. Oui, puis qu'il y a une belle législation qui va finir par se fermer un peu. Par encadrer, oui. Mais Maître Leblanc, je pense qu'on ne peut pas terminer la rencontre avant de parler du délai d'un syndicat pour vous répondre. Bon, écoutez, éventuellement, il va y avoir un délai de 15 jours là, qui va être en vigueur, mais c'est sûr que le syndicat de copropriété doit nous répondre avant la signature de l'acte de vente. C'est le fun, oui. Ça, c'est bien évident. Parfois, les notaires sont un petit peu à la dernière minute, donc il peut y arriver une situation où la demande d'information se fait une semaine avant la transaction parce qu'on a reçu le dossier il y a 2 semaines. Moi, j'ai vu 2 jours.
Malheureusement, les notaires, surtout dans la période qui vient de passer, où on recevait les dossiers vraiment à la dernière minute. Donc, si on n'a pas l'information avant la signature de la vente, on retarde la signature de l'acte de vente. Alors, le syndicat, habituellement, va nous répondre assez rapidement, par contre. Quelques jours, l'information, elle est reçue. Il vous répond plus vite à vous qu'à nous. Sûrement. Mais ce qu'on veut dire à nos administrateurs, c'est que en bon administrateur, Guillaume, on pourrait dire qu'un délai raisonnable d'un syndicat de répondre à un notaire, c'est pas à prendre à la légère. Là. Je veux dire, il ne faut pas non Oui, plus parce que que le syndicat s'arrange pour se faire dire écoute, tu as mis en péril une transaction, là, parce que c'est ça qui peut arriver. Là. Et ça peut avoir, retarder une vente d'une journée ou deux peut retarder 3-4 ventes là, qui suivent. Donc, ça peut avoir un enjeu important. Oui, puis il y a une particularité aussi de la période de l'année. Hein. Il y a des périodes où est-ce qu'il y a beaucoup plus de transactions qui vont se planifier, tandis qu'il y a des périodes un petit peu plus tranquilles. Puis en tant que gestionnaire, ben, pour un syndicat de copropriété qui s'auto-administre, qui va avoir quelques transactions immobilières, ben, c'est sûr que mis à part les informations de l'unité en soi, ben, ces documents-là vont pouvoir être un peu dupliqués là, si on en fait 2-3 dans les mêmes journées qui suivent. Au niveau d'un gestionnaire, c'est souvent dans les petites copropriétés qu'on a que le délai est plus long pour recevoir les informations. Oui, exactement. Fait que c'est juste, je pense qu'un délai raisonnable serait de au moins un 7 jours là, avant la transaction, là, au gros minimum, là, pour nous donner le temps de recueillir les informations pour faire le tour. Parce que c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a l'information doit être la plus précise possible. Donc, il faut aller vraiment à la source. Il faut savoir s'il y a des décisions qui ont été prises qui peuvent faire changer l'état de la situation. Donc, c'est vraiment de laisser un temps qui est nécessaire à avoir une information qui est précise, tout simplement. Tout à fait. Il est quand même 58, mais il reste quelques informations, quelques questions à vous poser. Mais j'aimerais qu'on parle aussi, Maître Leblanc, quand un syndicat, vous faites une transaction, des fois, ça donne que c'est en fin de mois. Alors, tantôt, Guillaume en a parlé un petit peu, c'est essoufflant pour les syndicats qui ont besoin que l'argent rentre, puis etc. Parce que, bon, tous les syndicats essaient d'en renflouer le fonds d'auto-assurance, fonds de prévoyance, les travaux arrivent, etc., etc. Mais qui d'habituellement, comment qu'on peut expliquer à nos copropriétaires ou nos administrateurs qui nous écoutent, qui devient responsable? La tranche, elle se fait où si vous faites la transaction le 29? Si vous faites, prenez-vous une chance, on fait payer le nouveau, l'ancien? Pouvez-vous expliquer ça? Alors, le vendeur, évidemment, va payer ce qui est dû. Hein? Donc, si on a une transaction, on fait la vente le 28, puis il faut faire le paiement le 1er, ben, le vendeur va payer le mois qui vient pour assurer à l'acheteur que il n'y aura pas de retard dans le paiement des frais de condo. Alors ça, le notaire va faire l'ajustement nécessaire là, pour protéger l'acheteur. Si on est le 5 du mois, ben là, on va dire à l'acheteur, tu paieras le mois prochain. On va faire l'ajustement pour des frais de condo pour le mois courant. Donc, si le vendeur a payé le mois, l'acheteur va lui rembourser la balance du mois que le notaire va avoir calculé dans ses ajustements. Okay. L'autre question que j'aurais à vous poser, c'est l'assurance du copropriétaire. Oui. Vous, pour faire une transaction, vous devez avoir une assurance. Absolument. Mais il y a souvent des conseils d'administration qui s'inquiètent qu'une unité ne soit pas assurée. Oui. Est-ce qu'on peut les rassurer? Puis Nathalie, ça va être aussi après à toi, quand vous vérifiez-vous l'assurance du copropriétaire? Les deux. Etc. Fait que, donc, juste mettre Leblanc, s'il vous plaît, comment qu'on fait pour dire à un administrateur que tu n'as pas une unité, c'est toujours assuré ou ça ne l'est pas tout le temps? Puis... Ben, faut le vérifier. Donc, nous, on a l'obligation de faire en sorte que l'acheteur nous fournisse sa preuve d'assurance, notamment parce que le créancier hypothécaire va l'exiger. Mais même s'il n'y a pas de créancier hypothécaire, il a l'obligation, de par sa déclaration de copropriété, de prendre des assurances, d'assurer sa responsabilité, d'assurer les améliorations de son unité. Et puis, bon, on ne va pas communiquer nécessairement l'information aux syndicats de copropriété. Il y a certains syndicats qui le demandent, par contre, qui demandent au notaire de lui fournir la preuve d'assurance de l'acheteur. Mais on fait la vérification, on a le devoir de le faire.
OK, good. Nathalie, vous la vérifiez, vous, l'assurance du Oui, copropriétaire? absolument. Oui. OK. Pour quelle raison le courtier vérifie l'assurance du copropriétaire? Ben, à cause des obligations au niveau de la déclaration de copropriété, puis au niveau des enjeux d'assurance aussi. S'il arrive un sinistre entre le moment et qu'il n'a pas été assuré, on a déjà assez de problèmes avec les 2 assureurs qui se battent présentement Oui. au niveau des compagnies d'assurance, que c'est primordial là, que chacun ait sa police. Là. Tout à fait. Et puis, là, il est 20 heures. Je sais qu'il y a une couple de questions qui n'ont pas pu être répondues dans le chat. Peut-être qu'on pourra, je ne dis pas qu'on va répondre à toutes les questions, mais peut-être qu'on pourra. Et Nathalie, je te dis qu'il y a eu quand même quelques personnes qui ont demandé d'avoir tes fameuses questions. Alors, c'est un must. Oui. On a couvert le sujet des petites copropriétés, mais en copropriété de la maison de ville et tout ça, c'est un sujet qui est assez particulier. Donc, peut-être l'idée de faire une prochaine web radio puis de réinviter nos gens ici, ça nous fera plaisir. Il y a des questions aussi de conseils qu'on peut donner à un premier acheteur pour son premier condo, etc. Moi, le premier conseil que je vais vous dire, c'est d'acheter le petit volume qui est écrit achat du premier condo, qui est écrit par Maître Jolicoeur, si je ne m'abuse, ou Maître Papineau, un des deux. Mais c'est un mois, ça coûte 25 $. Puis s'en aller en copropriété, c'est important de connaître et de poser des questions au conseil d'administration, De se poser faire des accompagner questions, par un courtier. de se faire accompagner par un courtier, poser des questions au courtier, poser des questions s'il y a un Oui. gestionnaire. Moi, je trouve, Guillaume, tu peux peut-être enchérir, mais je trouve qu'on ne se fait jamais assez questionner des nouveaux acheteurs. Oui, puis si je peux donner un très bon conseil aussi, c'est prenez la déclaration de copropriété, puis commencez par lire ce document-là. Vous allez voir, il y a énormément d'informations pertinentes, puis il y a souvent des acheteurs qui prennent pas le temps de lire la déclaration de copropriété, qui se retrouvent dans un syndicat, puis finalement, ils savent pas dans quoi ils se sont embarqués là, nécessairement, là, parce que une des premières choses à faire, ça va être de respecter les décisions du syndicat. Hein. Il y a une certaine collectivité dans tout ça. Là. Donc, pour un premier acquéreur de condo, là, on ouvre la déclaration de copropriété, puis il y a bien des questions qui vont être répondues, hein, selon moi. Ben, écoutez, ça a été un plaisir. Puis je rajouterais, je vais me permettre de faire une petite conclusion, là. C'est que actuellement, dans le marché, Guillaume, tu peux peut-être témoigner, là, mais on a peine à avoir des administrateurs, des fois, qui se présentent en fin d'assemblée pour administrer la copropriété. Puis il faut que vous compreniez que légalement, c'est une obligation. Donc, un syndicat, l'idéal, c'est pas de s'en aller en tutelle parce que vous allez pelleter de l'argent au niveau du légal et non pas dans votre fonds de prévoyance. Mais l'idéal, c'est de penser quand on achète une unité en copropriété qu'un jour, on devra peut-être se présenter comme administrateur de la copropriété. Il y a des gestionnaires compétents sur le marché pour vous aider dans l'administration de votre copropriété. Et pensez-y, c'est votre plus grand actif immobilier pour la plupart des gens. Alors, payer des gens pour l'administrer et vous aider à l'administrer comme une firme de gestion, c'est mieux ça que d'avoir une unité qui ne peut pas se vendre parce qu'on n'a rien de présentable à un éventuel acheteur. Donc, c'était ma conclusion. Et on espère que cette web radio vous a aidé dans votre cheminement, soit comme futur acquéreur, comme nouveau copropriétaire ou comme administrateur. Donc, en mon nom, je vous remercie. Je remercie Maître Leblanc d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous entendre. Le calme, il n'y a pas de problème, etc. Nathalie Merci. Desjardins, merci beaucoup. Nathalie qui travaille chez Remax, qui dirige une équipe de plus de 300 courtiers, qui règle les soucis des courtiers qui veulent bien faire Et la des vente. clients. Et des clients, tout à fait, pour rendre les clients heureux. Fait que merci, Oui. Nathalie. Vous pouvez faire appel à des courtiers Remax parce que moi, je trouve que c'est important de le préciser encore. Ils sont formés copropriés avec le T. Oui. Donc, c'est important. Et merci à toi, Guillaume, d'avoir été avec nous. Je vous invite à la prochaine web radio, notre commanditaire, naturellement, la firme Gestion La France Mathieu. Merci au RGCQ. Je vais aussi en profiter avec le RGCQ pour vous aviser Guillaume est encore avec moi. On a un webinaire la semaine prochaine sur le site du RGCQ. Vous pourrez poser vos questions, mais ça va être sur les sinistres parce que ça aussi, c'est un problème
important. L'assurance en copropriété, comment on essaie de s'en sortir. Donc, ce sera très, très intéressant. Vous pouvez toujours trouver toutes les web radios sur le site de Condo Légal avec le code QR qui est disponible. Et notre prochaine web radio est le 24 avril. C'est la gestion des travaux. Je serai accompagnée de Maître Raphaël Lévesque de Dunton-Rainville, aussi une collègue de Maître Leblanc, et de Sean Beauchemin, qui est de Despatie Beauchemin, firme d'ingénierie consultant à Québec aussi. Que Guillaume connaît très bien. On aura aussi une web radio avec Guillaume plus tard, vers le mois de mai. Donc, suivez-nous parce que je crois qu'avec les invités que nous avons, vous allez toujours retirer des bonnes idées, des bonnes suggestions de fonctionnement puis tout ça. Donc, merci encore à mes invités ce soir, Nathalie, Guillaume, Maître Leblanc. Merci beaucoup à vous tous. Bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Merci, bonsoir. Merci. Bonne soirée.